Alors, mesdames, messieurs, d'abord, vous dire combien je suis heureux d'être ici, dans cette association que je ne connaissais guère, ou plutôt que je connaissais, puisqu'on m'avait dit qu'il fallait s'en méfier. Quand j'étais en fonction, à chaque fois que j'entendais parler de cet institut, on me disait « Ouh là là, faites très très attention ». Comme j'avais beaucoup de travail, donc j'ai eu tendance à écouter les conseils, et le hasard a voulu qu'un jour, trop tard, j'aurais dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'ai découvert que derrière la diabolisation, il y avait en réalité une école de pensée qui essaye de remettre les choses à leur juste place et qui fait en sorte que le droit pénal ne soit pas fait uniquement pour préserver les auteurs, mais également pour préserver la société et pour avoir un équilibre et revenir aux bases même du fondement de notre société à travers le rôle du droit pénal. Donc, ce que je dois dire, puisque je suis heureux, et les idées notamment dont j'ai pu discuter avec M. Bébin sont des idées qui me paraissent non seulement raisonnables, mais qui me paraissent s'imposer face à une dérive intellectuelle qui, hélas, tient le haut du pavé. Je savais bien qu'aujourd'hui, malgré les projecteurs, il n'y aurait pas trop de journalistes. Vous parliez d'Omerta pour mon livre. En effet, j'ai beau avoir eu des propositions qui, comme vous le disiez, décoiffent. La presse judiciaire, en accord avec le syndicat de la magistrature, a eu l'intelligence de faire en sorte que mon livre n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez vu des photos sous Staline, quand quelqu'un ne plaisait pas, il disparaissait de la photo. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Comme je ne disais pas des choses très sympathiques ni pour les journalistes, ni pour le syndicat de la magistrature, eh bien, on a fait en sorte que je n'ai pas écrit de livre. Et donc, au même moment, M. Dupond-Moretti pouvait faire une succession d'inepties dans un livre qui est devenu extrêmement médiatique et comme cela, d'ailleurs écrit avec un des membres de la presse judiciaire, M. Durand-Soufflant, du Figaro, vous voyez, en plus. Et donc, tout cela se passait comme ça. Et donc, vous êtes victime de la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas dans la pensée unique, où vous dérangez la pensée unique et son confort intellectuel, eh bien, on fait en sorte, ou bien que vous n'existiez pas, la présence médiatique, forte présence médiatique en est un exemple, ou bien que vous soyez assimilé à des dangereux réactionnaires qui portent un message de haine, etc. Donc je pense que non seulement il ne faut pas tomber dans le piège de cette diabolisation, mais il faut renverser les choses, avoir la certitude des valeurs que l'on porte et faire en sorte qu'on ne soit pas dans une défensive permanente, mais au contraire dans une offensive fondée sur les principes qui sous-entendent votre action. Voilà ce que je voulais dire en introduction pour expliquer ma présence ici et les raisons pour lesquelles je suis très fier de participer à cette réflexion. Alors, c'est vrai que maintenant, on aborde le sujet. En effet, j'ai cherché à réfléchir sur les grandes tendances que j'ai vues dans le droit pénal contemporain. Alors, je l'ai fait à partir, naturellement, des constats qui ont été les miens comme président du tribunal de Paris pendant 7 ans, puis comme premier président ensuite. Et donc, tout cela m'a amené à une certaine réflexion sur des institutions aussi essentielles que l'instruction et que le parquet. Je suis parti du principe que parquet et instruction sont étroitement liés. Mon souci est celui d'une cohérence. C'est vrai que l'instruction ne représente que 5% des affaires, mais enfin les plus médiatiques et les plus importantes, et que toutes les autres sont traitées par le parquet. Et donc, évidemment, toucher à l'instruction ne peut pas exister si au même moment on n'a pas le souci de voir comment se fait l'équilibre entre les deux institutions. L'instruction, j'ai été longtemps un défenseur du juge d'instruction, ce furent d'ailleurs mes premières fonctions à la sortie de l'école de la magistrature. Mais j'ai vu progressivement comment ces fonctions pouvaient se retourner contre l'institution à travers la solitude du juge d'instruction. Cette solitude, elle a été démontrée lors de l'affaire Doutreau,
on a vu en effet à quoi peut conduire un juge, souvent insuffisamment formé, ça c'est le problème, si vous voulez, de la hiérarchie judiciaire, peut-être insuffisamment protégé aussi par sa hiérarchie, dans le sein de tout un ensemble juridictionnel de recours peut-être pas suffisamment lisible. Comment ce juge peut, à un moment donné, par cette solitude, verser davantage vers ses fonctions d'enquêteur plutôt que celles de juge. Dès le début, d'ailleurs, j'en parlais avec le professeur Pradel, qui est quand même une des sommités parmi d'autres professeurs qui sont ici, nous disions qu'en effet, en 1808, il n'y avait pas cette confusion et qu'ensuite, elle a été établie. Donc, je pense qu'il est très difficile, intellectuellement, de demander à la même personne d'être un enquêteur et un juge. Et c'est pourquoi on avait parlé souvent de juges schizophrènes. Et je pense que dans cette fonction de juge, la dynamique de l'enquêteur risque, de façon presque inéluctable, d'empiéter sur la fonction de jugement. C'est la raison pour laquelle, en effet, j'avais fini par considérer qu'il valait mieux que ce juge, qu'on mette fin à cette conception traditionnelle du juge. L'affaire d'Outreau, vous le savez, a conduit, à la suite d'une réflexion intéressante sur l'ensemble des mécanismes judiciaires, à considérer que, puisque c'était la solitude de ce juge qui était en cause, il fallait créer une institution collégiale. Mais en le maintenant, moi j'ai pensé qu'il valait mieux aller au bout de la logique, considérer qu'en effet ces deux fonctions étaient en quelque sorte antinomiques, qu'elles avaient de plus en plus de mal à passer dans la conception qui est la nôtre du procès équitable, qui est une conception de notre procès européen aujourd'hui, et que par conséquent il valait mieux qu'il y ait un juge qui soit neutre. Mais il ne fallait pas pour autant tomber dans le système américain. C'est vrai que l'affaire DSK a beaucoup servi ceux qui étaient partisans du maintien du statu quo, en disant, vous vous rendez compte, est-ce que vous voulez que l'on fasse en France ce que l'on a vu à New York lors du perp-walk de ce malheureux, devant les caméras et dans une espèce de vindicte publique. Donc c'est vrai que ça pouvait agir comme un repoussoir puissant pour ceux qui auraient des velléités de supprimer le juge d'instruction. Ce que je dis, c'est qu'en réalité, supprimer le juge d'instruction tel que nous le connaissons ne conduit pas à tomber dans le système américain qui n'est pas du tout adaptable en France. Nos mentalités ne le permettent pas et ce serait un rejet, je pense, immédiat d'une telle institution. Donc il s'agit pour moi plutôt de faire ce qui avait été d'ailleurs envisagé dès avant la dernière guerre, de consacrer le juge de l'instruction. C'était le rapport du procureur général Mater, il y a eu, je parle sous le contrôle de messieurs les professeurs, Donne-Dieu de... Voilà. Donc il y a eu de très nombreux rapports qui remontent à avant la dernière guerre, pour dire, il faut en réalité un juge de l'instruction qui sera neutre, qui va vérifier ce qu'ont fait les enquêteurs, ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui dans plus de 95% des affaires, et qui va vérifier, qui va pouvoir être saisi par les parties, dans accusation et défense, pour faire un certain nombre d'actes, pour trancher tout ce qui touche aux libertés, qui deviendrait d'ailleurs du même coup le JLD, puisque à ce moment-là, la distinction qui montrait bien à quel point le juge d'instruction était un peu attaqué dans ses bases, pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a bien considéré à un moment donné que le fait qu'un juge d'instruction puisse mettre en détention était problématique. Et à tel point, c'était tellement problématique qu'en 2000, on a créé le juge des libertés de la détention. Et donc, si on avait un juge de l'instruction, à ce moment-là, ce juge de l'instruction, neutre, impartial entre l'accusation et la défense, pourrait notamment statuer sur toutes les mesures attentatoires aux libertés, et notamment la première d'entre elles, qui est la détention. Donc voilà les raisons pour lesquelles, en effet, je pense qu'il vaudrait mieux franchir le pas, qui ne nous mettrait pas dans le système américain, mais dans un système qui serait un système contradictoire,
qui est, à mon sens, beaucoup plus adapté à nos conceptions. Alors je le disais tout à l'heure, si on est dans cette conception-là du juge de l'instruction, c'est parce que précisément on aurait l'idée qu'il faut un magistrat qui par définition est neutre et impartial, et pour qu'il soit neutre et impartial, il faut qu'il ait en face de lui une accusation et une défense. Alors évidemment, j'ai suggéré à cet égard que l'unité du corps judiciaire, pour laquelle je me suis très longtemps battu, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité moi-même, et je vous livre cette réflexion. Je ne détiens pas une vérité, mais je donne une piste, et on peut après en discuter. J'ai considéré qu'en effet, ce qui était une des forces du système français, à savoir ce parquet à la française, ne pouvait plus passer aujourd'hui. Pour quelle raison ? Eh bien, s'il y a une confusion des rôles chez le juge d'instruction, entre son rôle d'enquêteur et de juge, il y a une confusion des genres au parquet qui est à la fois un magistrat, donc qui l'apparente au juge, et par ailleurs, il est un fonctionnaire, puisqu'il reçoit des instructions, il est dans un corps hiérarchisé, le Conseil supérieur de la magistrature donne des avis et qui ne lit pas le ministre. Alors évidemment, le parquet à la française me paraissait très bien, tel qu'il a été dans la vision qui a été la sienne jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire on parlait d'un parquet un peu napoléonien. C'est-à-dire les membres du parquet étaient très hiérarchisés, enfin pas très hiérarchisés, étaient hiérarchisés, puisque maintenant on voudrait qu'ils soient hiérarchisés sans lettres. Ils étaient hiérarchisés, ils obéissaient aux ordres du gouvernement, ils traduisaient, ce faisant d'ailleurs, le lien qu'il doit y avoir entre la justice et le corps politique, pour qu'elle ne soit pas en apesanteur, et en étant en quelque sorte l'interface entre le siège et le politique. Et donc, il y avait un équilibre, puisque ce parquet très hiérarchisé permettait d'avoir une vision claire et cohérente. Je le dis clairement, et ça c'est ce que j'ai découvert au fil des années, ce parquet n'existe plus. Le parquet s'est complètement éclaté, si j'ose dire, dans la mesure où il y a autant de parquets que de parquetiers. Je donnais l'exemple tout à l'heure à table d'une affaire qui venait à la Cour d'appel de Paris, d'assises, en appel. Le parquet général avait fait appel d'une décision rendue par la Cour d'assises et l'avocat général a fait des réquisitions pour demander une peine inférieure à ce qui avait été donné par la première juridiction. Je pars du principe qu'à partir du moment où il n'y a plus l'autorité nécessaire au niveau du parquet pour que celui-ci puisse remplir sa mission, il vaut mieux trouver autre chose. C'est la raison pour laquelle, et notamment dans le cadre du procès équitable, il serait peut-être mieux de considérer que le parquet perdrait la qualité de magistrat, mais exercerait à peu près les fonctions qui lui sont aujourd'hui dévolues. C'est-à-dire, on peut être haut fonctionnaire en étant relativement indépendant. Que je sache, les inspecteurs des impôts sont assez redoutables et redoutés, ils ne sont pas magistrats. Les parquetiers en Allemagne ne sont pas magistrats mais fonctionnaires, c'est la même chose en Angleterre, et il y a des parquets qui au moins assument ce rôle d'accusation. Je préfère une accusation menée par des hauts fonctionnaires qui sont ensuite contrôlés par une chambre, par un juge, plutôt qu'un parquet qui est mi-chèvre, mi-chou. Il est juge, parfois, et donc ça lui permet de dire « Ah oui, mais bon, finalement, faut-il poursuivre ? Est-il bien raisonnable de demander telle ou telle chose ?» Et alors les parties civiles sont obligées de monter au créneau à la place du parquet. Je préfère une défense assumée, une accusation assumée par un corps qui est chargé de le faire, plutôt qu'un système qui devient de plus en plus illisible. D'ailleurs, souvenez-vous, dans l'affaire Chirac, il n'y a pas tellement longtemps, lorsque le parquet de Paris a demandé des relax, eh bien, ça a été un éclat de rire général. Pourquoi ? Parce que dans nos mentalités aujourd'hui, le parquet, c'est celui qui poursuit. Ce n'est pas celui qui demande la mise en liberté ou la relax. Ça s'est changé, là aussi. Il y a une modification des esprits. C'est ce qui me fait penser, mais je dis, c'est dans le débat.
je n'ai pas de certitude, c'est une vision que j'ai des évolutions et du parquet et des exigences de la société qui pourrait conduire plutôt à avoir un corps de hauts fonctionnaires qui donc ne ferait plus partie du corps judiciaire, mais qui aurait des garanties fonctionnelles, comme en ont les membres du parquet au Royaume-Uni et en Allemagne. On peut très bien avoir donc des parquetiers qui vont avoir cette mission de poursuite, mais le feront de façon très claire. Ce que je ne voudrais pas, c'était pour répondre à l'autre question, parce que vous savez qu'on a beaucoup parlé de ce parquet autonome. Est-ce que le parquet, autrement dit, puisque j'ai dit qu'il était à la fois fonctionnaire et magistrat, on dit oui, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, ne vaudrait-il pas mieux qu'ils deviennent uniquement magistrats avec les mêmes garanties? Eh bien, moi, je pense qu'il est très dangereux pour une justice d'avoir un corps de magistrats du parquet qui serait totalement affranchi, en quelque sorte, du monde politique et qui donnerait à la justice, finalement, ce côté d'apesanteur extrêmement risqué. D'abord, on risquerait d'avoir des potentats locaux, chacun pensant ce qu'il veut, dicté notamment par ce que nous connaissons dans la justice, c'est-à-dire par le phénomène quand même de la syndicalisation politisée que nous connaissons. Et donc, à mon sens, il y aurait de grands risques. Vous savez qu'on a parlé alors notamment de ce fameux procureur général de la nation, qui serait quelqu'un de très indépendant, qui serait évidemment, c'est ce que je dis dans mon livre, qui n'aurait ni passé ni avenir. Ce serait quelqu'un tombant du ciel et qui aurait sur lui toutes les garanties d'indépendance, le regard de son passé, le regard de son avenir. Je n'y crois pas un instant. D'abord, à quoi bon avoir un ministre de la Justice? Et je pense qu'il est important que le politique qui est élu puisse dire à un moment donné « je veux telle politique pénale », c'est la responsabilité. Après tout, si la ministre actuelle veut continuer dans ses errements, tant que la majorité, les choix seront faits, mais ils sont quand même ceux du gouvernement et qui, à cet égard, doivent être respectés. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être critiqués, mais ils doivent être respectés. Et si j'étais magistrat, contrairement à ce que fait le syndicat de la magistrature, je les exécuterais. D'ailleurs, je ne me suis jamais exprimé publiquement. J'estime qu'il y a un devoir de loyauté. Donc, vous voyez, je pense qu'il est très dangereux de prôner l'indépendance totale du parquet. Ce corps risque à un moment donné de nous mener tout droit dans le mur, dans des affaires extrêmement importantes où le corps social aura l'impression, si vous voulez, que l'action publique n'est pas menée comme il doit. Et il y a la responsabilité politique, c'est notamment la responsabilité de la politique pénale, ça en fait totalement partie. Donc voilà les raisons pour lesquelles, à côté de il faudrait mettre fin d'une part à la confusion des rôles chez le juge d'instruction, eh bien on pourrait imaginer de mettre fin à la confusion des genres au parquet. Alors vous me direz, oui, mais ce parquet, finalement, qui est sous l'autorité, n'est-ce pas, politique, c'est ce qu'il a été jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il commence à avoir des velléités d'indépendance. Au nom de quoi, puisqu'il est hiérarchisé? Il faut que ce parquet ait la capacité de rendre compte. Il rend compte par les ordres qu'il reçoit, qui sont bien sûr des ordres de politique pénale ou bien des ordres de poursuite, puisque c'est ce qui existe aujourd'hui. Mais on ne peut pas aller, me semble-t-il, au-delà. Autrement, on va confirmer une espèce de confusion entre la défense entre les juges et les procureurs s'ils auront exactement le même statut. On ne saura plus qui est quoi. Et d'ailleurs, ce n'est pas la peine de supprimer le juge d'instruction si vous donnez à un parquetier les mêmes pouvoirs. Vous aurez simplement changé l'étiquette sur la boîte, mais ça sera la même chose. Et quand même, vous avez bien vu ce qui peut se passer avec quand même les parquets à l'italienne. Alors évidemment, on en connaît des aspects positifs, mais on connaît aussi un risque quand même
des dérives qui apparaissent tous les jours. Comme il y aura évidemment toujours le procès sur le fait que ce parquet, qui serait un parquet hiérarchisé et de hauts fonctionnaires, puisse enterrer des affaires, comme si d'ailleurs l'autre système ne le permettait pas. Même en Angleterre d'ailleurs, qui est pourtant un pays beaucoup plus respectueux des lois que nous, il y a eu ces dernières années un certain nombre de critiques. Il ne faut pas non plus tomber dans un angélisme qui voudrait que la justice peut être parfaite. On l'améliorera, mais il y aura toujours, ici ou là, des suspicions. Moi, j'ai proposé que, dans ce contrôle qui est fait par le juge, il puisse y avoir notamment des associations agréées, certaines, qui présentent des garanties de sérieux, qui puissent à ce moment-là demander des poursuites. Et cela se ferait sous le contrôle, si le parquet ne le veut pas, cela se ferait sous le contrôle du juge, de telle façon que on ne puisse pas avoir un système dans lequel on pourrait imaginer que certaines affaires sont totalement écartées. Donc, des associations agréées pourraient, comme elles le font en matière de consommation, etc., d'environnement, pourraient intervenir pour demander des poursuites, et c'est le juge du siège ou le juge de l'instruction, ou des collèges de l'instruction, ce qui sera encore mieux, qui pourrait le faire. Donc voilà un petit peu ce que j'ai imaginé de façon un peu systémique pour que l'on ait un équilibre entre le siège qui serait dans son rôle d'arbitre, le parquet dans son rôle d'accusation et une défense puissante dont je n'ai pas parlé mais qui serait consacrée dans tous les rôles qu'elle a aujourd'hui dans un système totalement contradictoire qui pourrait à ce moment-là, à travers la partie civile bien sûr, qui serait maintenue, avoir un système qui présenterait cet équilibre qui aujourd'hui fait gravement défaut. Voilà, je pense avoir à peu près tenu les 20 minutes. Très bien, je vous remercie.